Bienvenue à tous sur le podcast La Mafia des réservations pour un épisode spécial. Tous les mois, nous vous proposons désormais un épisode hors série appelé l'Happy Hour en collaboration avec Summit. Le but, partager avec vous toutes nos connaissances et nos conseils pour faire de vos boissons un nouvel allié de votre performance. Et oui, les boissons sont très intéressantes car elles vous permettent de vous démarquer tout en augmentant vos profits. On s'est donc dit que ça valait le coup de se pencher sur le sujet. Que ce soit pour vos clients individuels ou vos événements, nous vous révélerons un concentré de bonnes pratiques pour une stratégie boisson qui a tout bon. Nous, c'est Grégory, le fondateur de Summit, une solution tout en un pour la gestion de vos boissons, et moi Clémence, la cofondatrice de BookingCheck, le logiciel qui booste votre activité événementielle. Bonne écoute. Bonjour Grégory. Bonjour, tu vas bien? Bien et toi? Je vous souhaite à tous la bienvenue sur notre Happy Hour avec Summit et BookingCheck. Donc Grégory, le fondateur de Summit, et moi Clémence, la cofondatrice de BookingCheck. Aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose que vous pouvez faire en ce moment en étant confiné. Et on vous propose 6 idées pour optimiser votre offre boisson. Et je pense que tu vas être d'accord avec moi, Grégory, c'est un bon moment pour bien regarder en profondeur son offre et peut-être la retravailler pour être sûr d'avoir plein de succès à la réouverture. Exactement, il y a plein de choses à faire en ce moment. Super, donc c'est parti. La première chose qui est importante, c'est d'avoir une offre cohérente au niveau de vos boissons. Alors, quel est ton conseil, Grégory, pour justement avoir une offre cohérente sur la mon conseil, c'est d'avoir effectivement quelques vins pas trop chers à l'achat et donc pas trop chers à la vente. Pour effectivement qui vont être un peu vos vaches à lait. Alors quand on dit pas trop cher, c'est souvent les vins sur lesquels vous faites les plus grosses marges, les plus gros coefs et le plus de volume. Peut-être d'en avoir 5-6. En ce moment 3 rouges, 3 blancs, puis l'été de rajouter 1 ou 2 rosés. Voilà, on va dire sur des prix accessibles. Qu'on puisse travailler ces vins-là à la fois à la bouteille mais aussi au verre. Sachant qu'il y a encore plus de marge à faire sur les verres. Et après, quand on construit une carte, alors là, je fais une réponse un peu générale parce qu'effectivement, la taille, la profondeur de la carte des vins entre un 3 étoiles Michelin et une brasserie ou un bistrot, forcément, c'est pas la même et c'est pas grave. Mais en tout cas, en ce moment, au-delà de toutes les tendances bio, nature, etc., l'idée, c'est quand même d'essayer de faire local. Alors faire local à Paris, c'est compliqué, même si effectivement il y a quand même des vins parisiens ou franciliens maintenant. Il y en a un Courbevoie là qui se lance. Je sais qu'il y a une winery parisienne. Voilà, donc on peut quand même travailler avec du local. Mais plus généralement, effectivement, se dire que il faut promouvoir le patrimoine viticole local et que ça doit représenter sans doute 30 à 50% de la carte des vins. Bon. Ensuite, si vous avez, ça dépend de votre clientèle, de la clientèle en fait. Si vous avez une clientèle d'amateurs, c'est bien d'avoir les belles références des grandes régions partout, en Languedoc, et pas que Bordeaux-Bourgogne, évidemment Rhône bien sûr, mais Provence, Languedoc, Roussillon, Alsace, Loire, tous les vignobles du Sud-Ouest qui sont pas forcément Bordeaux, qui sont pas Bordeaux. Voilà, donc il y a de quoi faire. Jura, voilà. Bon, et la Savoie, voilà. Donc c'est bien d'avoir une offre variée, bien sûr, à 50% et à 50% une offre plutôt locale. Donc ça c'est le premier point sur les vins. Après d'avoir une petite carte, dans la boisson évidemment il n'y a pas que le vin. Aujourd'hui en spiritueux, en bière, il y a quand même une offre extrêmement diversifiée. Donc c'est bien aussi de travailler avec ces boissons-là parce que il y a une demande. On voit l'explosion des bars à bière, l'explosion des magasins qui vendent que de la bière. Voilà, donc il y a quand même une réelle demande qui va au-delà de la bière pression classique. Donc c'est bien aussi de pouvoir proposer ça parce que au-delà du côté client, de la satisfaction client, c'est aussi des boissons sur lesquelles on peut générer pas mal de marge et les spiritueux encore plus. Voilà. Donc c'est
Ça c'est vraiment le socle. Après, enfin, encore une fois, on parle d'offres, donc quand on parle d'offres, on pense souvent aux clients. Aujourd'hui, une offre cohérente, c'est une offre qui vous permet aussi de gagner de l'argent. Il y a beaucoup enfin, l'enjeu principal des restaurateurs en 2021, ça va pas être comment on augmente le nombre de clients, etc. Ça va être la rentabilité. Voilà. Les clients, on ne sait pas combien va y en avoir. Enfin, c'est impossible de prévoir aujourd'hui. Par contre, ce qu'il est possible de prévoir, c'est la structure de coûts. Et en tout cas, quand il y a un client qui rentre, sur chaque client, comment on arrive à gagner de l'argent. Et ça va être stratégique. La plupart des restaurateurs aujourd'hui ne savent pas quand un client rentre. Ils savent, quand on pose la question, nous, du panier moyen, il y a quand même les 3/4 des restaurateurs qui ne savent pas quel est le panier moyen, l'addition moyenne du client. Ils ne savent pas quelle est la part des boissons et quelle est la part du food. Ils le sauraient, ça aiderait à quoi? Ça aiderait déjà sur la boisson, parce que c'est là finalement qu'ils gagnent de l'argent. Ça aiderait à effectivement à construire une offre cohérente, et surtout une offre cohérente financièrement parlant. Parce qu'il y a l'offre cohérente d'un point de vue marketing client, mais il y a aussi l'offre cohérente d'un point de vue financier. Et ça, je peux vous dire te dire et dire aux auditeurs que c'est le parent pauvre de la stratégie. Aujourd'hui, tout le monde se dit, bah tiens, qu'est-ce que je fais pour vendre plus, donc pour faire de la vente à emporter. Je suis sûr que personne n'étudie la rentabilité de la vente à emporter. C'est bien pour exister. Est-ce que c'est rentable? Moi, je peux vous le dire, non, c'est pas rentable. Vu ce que prennent les plateformes, c'est pas rentable. Voilà. Donc demain, quand on va rouvrir, j'espère que ce sera le 20 janvier, ce sera peut-être en février, en mars, au printemps. Bah, il va falloir, quand on accueille les clients, il va falloir être rentable. Parce que si on n'est pas rentable, il y a la 3e ou la 4e vague, ou si demain il y a un autre problème, un autre virus ou n'importe quoi, bah, s'il n'y a pas de trésor, s'il n'y a pas de rentabilité, on peut pas survivre. Enfin, une boîte, elle doit gagner de l'argent. Donc, c'est vraiment important de se concentrer là-dessus. Et donc une offre cohérente, c'est à la fois une offre cohérente d'un point de vue client, mais aussi une offre cohérente financièrement parlant qui permet de gagner de l'argent et de payer ses salariés et puis de payer ses fournisseurs. Ouais. Voilà. Donc en gros, si je résume, commencez essayez de voir si vous arrivez à trouver des données, notamment avec vos caisses, j'imagine. Tu me corriges si je dis n'importe quoi. Ah ouais, regardez un petit peu ce que vous vendez le mieux, le plus, ce qui vous permet en termes de produits, quels sont les produits les plus intéressants en termes de marge. Notez-vous tout ça, observez et en fonction de ça, retravaillez votre offre pour qu'elle soit d'un côté attractive pour vos clients qui vont y prendre du plaisir et qui vont avoir envie de consommer, mais qui vont en plus vous permettre de mieux gagner de l'argent quand vos clients vont revenir. Donc ça, c'était le point numéro 1. Point numéro 2, vous, chez Summit, vous dites que la présentation de l'offre boisson est très importante. Vous pouvez nous expliquer? Alors, il y a plusieurs sujets. Un, il y a le classement, en fait, la présentation de l'offre au sein d'une carte. Donc, effectivement, il y a la structure de la carte des vins, elle est quand même très importante. Il faut que ce soit lisible pour le client. Il y a beaucoup de restaurateurs qui, par exemple, je sais pas moi, ils classent par vigneron, par appellation, etc. Bon, en fait, pour ça, faut connaître sa clientèle. Quand on a affaire à une clientèle d'experts, quand on a un bar à vin et qu'on a que des aficionados du vin qui viennent, classer par vigneron, c'est pas con. Enfin, évidemment, c'est bien, et puis ça peut être bien. Je pense que quand on a une offre de 30, 50 vins, se contenter de classer par couleur et par région, ça suffit. Voilà, donc c'est vraiment, là, j'ai pas de conseils particuliers à donner, ça dépend vraiment de la taille de la carte et ça dépend de la clientèle. Voilà. Le client lambda dans un restaurant, il connaît les grandes appellations. Les vignerons, la plupart du temps, il ne les connaît pas. Il connaît les cépages. En France, c'est absolument pas la norme de présenter une carte par cépage. Je connais pas un seul restaurant qui fait ça. Parfois, les restaurants, sous le nom du vin, ils mettent l'encépagement. Bon, il y a beaucoup de gens qui aiment bien boire du chardonnay ou qui aiment bien boire du cabernet ou ou du pinot noir. Mais ils savent pas que Pinot Noir, qu'en Bourgogne, les vins rouges, c'est exclusivement Pinot Noir, quasiment, et que les blancs, c'est exclusivement Chardonnay, ils en savent rien, en fait. Voilà. Donc, c'est important,
Ou alors, si j'aime bien un chardonnay de Bourgogne, peut-être que j'ai bien aimé un chardonnay du Languedoc. Sauf que pareil, quand je vois le nom d'un vin du Languedoc, il n'y a pas écrit dessus que c'est du chardonnay, surtout en restauration. En grande surface, c'est un peu plus, les vins de cépage sont un peu plus présents. Mais voilà. Donc, c'est important de donner l'information qui est pertinente pour votre type de clientèle. Voilà, clairement. Ça c'est dans la présentation de l'offre, effectivement, c'est important. Après, l'autre truc qui est ultra important et qui paraît absurde, mais qui pourtant correspond à une réalité, c'est la présentation. Ça va entre le moment où vous amenez la carte des vins et le moment où vous amenez l'addition. Si, quand vous amenez la carte des vins, il y a marqué le nom d'un vin avec un prix, et que sur l'addition, c'est le nom d'un autre vin où il y a marqué vin rouge et que le prix est pas le même, c'est catastrophique. Et ça arrive extrêmement souvent. Voilà. Donc, beaucoup plus souvent qu'on le croit. Voilà. Donc, pour moi, c'est important. Vous, les restaurateurs et les bars, vous allez regarder l'année prochaine vos comptes. Hein, ça va être important d'être rentable. On l'a dit juste avant. Le client, il fait aussi attention à son portefeuille. C'est un plaisir d'aller au restaurant, mais les clients qui vont venir au restaurant l'année prochaine, ça va pas être les mêmes qu'en 2019. Hein, ils vont faire attention financièrement. L'économie va se tendre, on le sait tous. Donc, on va faire attention. Donc, si on n'a pas, si le client il va au restaurant et qu'il a l'impression qu'il se fait arnaquer, c'est une image catastrophique pour toute la profession. Et c'est super important d'être vigilant là-dessus. Et la plupart du temps, c'est pas cohérent entre ce qu'on a à la carte et ce qu'on a sur l'addition, c'est pas cohérent. Et du coup, le client, ça donne une image catastrophique. Les clients après disent que le vin est trop cher au restaurant ou que les restaurants essaient de les escroquer, etc. Et c'est clairement pas l'image que les restaurateurs ont envie de donner dans l'absolu, et encore moins l'année prochaine. Voilà. Donc c'est très important d'être cohérent et de bien maîtriser la présentation de l'offre sur la carte, mais de penser à effectivement bien maîtriser l'information jusqu'à la caisse. Voilà. D'accord. Et sur l'addition. En fait, c'est dû aux réglages souvent de la caisse qui sont pas toujours. Voilà, c'est tout bête. Je saisis, et je reçois le vin. Déjà, il faut que je le rentre dans la carte. J'y pense. Après, j'oublie de le rentrer dans la caisse, ce qui fait que quand la caisse arrive, le serveur, s'il n'a pas le bouton dans la caisse, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la carte, il tape vin rouge et puis il tape le prix qu'il voit à la carte. Et parfois, il se trompe parce qu'il se trompe de ligne, etc. Voilà. Et ça arrive quand même très souvent. Le meilleur moyen d'éviter ça, c'est d'avoir alors Summit le fait, mais c'est d'avoir un outil qui permet d'assurer que l'info dans la carte des vins et l'info dans la caisse est la même. Voilà. Un serveur, même dans un bar à vin, il sait pas. Quand il voit sur l'addition noté à la main le nom d'un vin, s'il n'a pas le bouton dans la caisse, il joue de vinette, hein, voilà. Et même en termes d'opération, on perd un temps fou parce qu'il faut aller chercher la carte des vins, il faut regarder où il est dans la carte des vins, il n'en sait rien. Il va pas retourner sur table demander au client le nom du vin, donc il va regarder dans la carte, il va essayer de retrouver, puis s'il retrouve pas, si ça a mal été noté, c'est une cata, voilà. Donc c'est vraiment bien pensé. Être rentable, c'est aussi être efficace. Et dans l'efficacité, il faut se mettre à la place du type qui est en salle. Voilà, le type qui est en salle qui doit taper l'addition, s'il veut pas se planter, il faut qu'il ait l'info. Et à minima, s'il a le bouton de caisse qui est identique à ce qu'il y a dans la carte des vins, c'est quand même beaucoup plus facile. Et ça, c'est quand même assez rare. Ok, donc bon, ceux qui s'ennuient, vous savez quoi faire. Ouais, c'est du boulot, mais voilà, en ce moment, il y a de quoi faire. Enfin, en ce moment, pour occuper son temps, déjà pour faire ça. Et après, on gagnera en efficacité, hein. Enfin, c'est clair. Ok, donc pareil, je résume le point 2. Donc, pour avoir une offre cohérente, classez vos références dans des catégories que vont comprendre vos clients. Donc, pour les vins, on a donné l'exemple des couleurs et des régions. Ça fonctionne bien. On pourrait très bien faire aussi pour qui ont des spiritueux. Ça peut aussi être par zone géographique. Vous pouvez faire les... Et puis les alcools qui viennent d'autres pays. Enfin, à vous d'imaginer, mais de faire quelque chose de très simple au niveau de la compréhension, parce que vous vendrez mieux à vos clients. Et puis, une fois que tout est bien clair dans votre tête, que vous avez vos références, mettez-les bien en place pour pas faire de bêtises. Et puis là, je rejoins tout à fait Grégory. C'est au niveau de votre relation client, c'est catastrophique. Une erreur de temps en temps, ça peut arriver, mais il faut pas que ça soit tous les jours, toutes les semaines. Tous les mois, vous allez perdre des clients. N'oubliez pas l'impact du bouche à oreille sur des établissements comme les vôtres. C'est essentiel que les gens repartent avec le sourire et qu'ils parlent de vous à tous vos amis à tous leurs amis pour que tout le monde vienne chez vous.
Et même sur le prix, juste pour finir, désolé, mais remarque, attends, appliquer. Ouais, attends, on adressera le point plus tard. Appliquer une marge plutôt qu'un coef, on reviendra là-dessus sur l'histoire de on prix. va y revenir sur les prix. Ouais, okay. Le troisième point qui est important pour optimiser son offre de boisson, eh bien, c'est de choisir de travailler avec les bonnes personnes, donc d'avoir les bons fournisseurs. Pareil, quelles sont vos recommandations? Alors, c'est un peu, enfin, c'est un peu provocateur, mais c'est ce que je vois. Enfin, ça correspond à une réalité, c'est que c'est quand même très rare de trouver un restaurateur qui vous dit qu'il achète mal ses boissons. Ils disent tous qu'ils achètent très bien, qu'ils connaissent les mecs depuis longtemps, les fournisseurs, que voilà, etc. Les vignerons, ils les connaissent très bien. Ils ont les cartes. Enfin, quand ils passent par les grossistes, ils ont des super tarifs, etc. Nous, on voit la réalité, c'est-à-dire on voit les prix auxquels ils achètent. C'est quand même, enfin voilà, enfin, encore une fois, c'est pareil. Le même vin, il peut être acheté un vin à 5 euros, il peut être acheté à 7 euros ailleurs. Voilà. Alors, il y a des raisons pour ça. Hein, enfin, des raisons très objectives. C'est le volume qu'on commande, la durée de la relation, enfin l'histoire de la relation avec le fournisseur, le volume global commandé en nombre de refs. Forcément, si on commande 10 références, c'est pas la même chose qu'on en commander qu'une. Est-ce qu'on commande pour le mois ou est-ce qu'on commande pour l'année et en stock, etc. Donc il y a plein de raisons objectives. Bon. Mais très globalement, un restaurateur, ce qu'il fait, c'est qu'il achète un vin, il fait son coef, on va y revenir après, mais il fait x4, x5, x6, x7. Il se pose pas trop la question de savoir combien il a dépensé en frais de port. Quelle est la marge qu'il a donnée au grossiste ou à l'agent plutôt que s'il a été passé en direct. S'il passe en direct, est-ce que ça vaut le coup de passer en direct pour 6 bouteilles, sachant plus cher, mais au lieu d'avoir 10 factures, il va en avoir qu'une. Voilà, ou que ce soit Métro ou un autre. Hein. Enfin, ça peut être France Boisson, C10 ou quelqu'un d'autre. Ah, mais voilà, il se pose pas trop ces questions-là. Voilà, donc, ce qu'il faut pour choisir un bon fournisseur, ce qu'il faut, c'est regarder le coût de revient. Le coût de revient, c'est quoi? C'est mon prix d'achat plus tous les autres coûts annexes. Alors, les frais de port, les frais de consigne quand on achète, je sais pas, des bouteilles de Coca en verre, ben, on paye des consignes. Ben, les frais de consigne, etc. Et de regarder le prix final. Et c'est ça qu'il faut finalement comparer avec. Si on veut comparer deux fournisseurs, ben, c'est ça qu'il faut comparer en fait. C'est pas juste le prix d'achat d'une référence sur le catalogue. Ça n'a aucun sens. Il y a plein de coûts cachés et c'est important de les suivre et de les tracer. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est comment on fait quand, effectivement, je suis sommelier, je passe la commande au téléphone. Souvent, le prix d'achat, je l'ai vu dans un catalogue, mais autant dire que c'est un sommelier qui commande, on est d'accord, tu mets du Côtes-du-Rhône de chez Chapoutier, c'est 5 euros. Personne ne fait ça. Tu mets 36 bouteilles de Côtes-du-Rhône de Chapoutier. Donc, ça part. On connaît pas le millésime, on connaît pas la cuvée, voilà, ça arrive chez le restaurateur. Le restaurateur, c'est le staff qui reçoit, il range. Bon. Et puis, en parallèle, une semaine, un mois après, il y a une facture qui arrive. Bon, bah, pareil, on sait plus, sur la facture, on sait plus ce qui a été commandé, à quel prix, machin, etc. Il n'y a aucun moyen de contrôler ça. Voilà. Donc, et c'est l'info n'est rentrée nulle part. On a juste une facture et la facture, on la paye tout de suite et on attend 2 mois pour la payer. Mais voilà, donc il n'y a pas de lien entre la facture et la commande, etc. Ça, pareil, c'est quelque chose qu'on fait dans Summit, mais même sans Summit, on peut tracer ça. Voilà. C'est le seul moyen quand on a la facture, on voit la réalité des frais de port, on voit la réalité des frais de consigne, la réalité des remises qui ont été faites ou pas. Et c'est le seul moyen de contrôler qu'on a un bon fournisseur ou pas. S'il y a des écarts considérables de marge de coûts et de marge entre des fournisseurs, ça veut dire qu'on a un mauvais fournisseur, mais ça s'analyse en fait. C'est pas juste regarder le catalogue et le prix de la bouteille à l'unité. Voilà. Et ça, malheureusement, pour ça, il faut des outils. Soit il faut être très bon sur Excel et très rigoureux, ou alors il faut des outils. Voilà. Donc, un bon fournisseur, c'est pas forcément le premier agent qui passe et qui propose une référence de vin qu'on aime bien. C'est pas forcément un bon fournisseur. Faut suivre ses fournisseurs, gérer ses fournisseurs, surtout quand on a beaucoup en restauration. Et sachant que c'est plus facile de calculer les coûts de revient sur une bouteille de vin que sur un kilo de poulet ou un kilo de tomates. Voilà. Donc voilà. Donc sur les boissons, ça vaut le coup parce que gagner 10 points de marge sur une boisson, bah, l'effet de levier est considérable. Voilà.
Donc oui, ce que je disais, donc en fait, la base, c'est qu'il faut déjà bien se structurer pour pouvoir savoir si on passe par la bonne personne par rapport à la structure qu'on a. Est-ce que c'est mieux de passer en direct par un agent, par un... Mais il y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse à ça. Enfin, parfois c'est bien d'aller chez, ça dépend de votre offre. Parfois c'est bien d'aller chez Métro, parfois c'est pas bien. Parfois c'est bien d'avoir 300 fournisseurs. Et parfois c'est ultra chronophage et c'est une perte de temps. Je sais pas en fait, ça dépend vraiment du staff, du type d'établissement. Voilà. Donc il n'y a pas de bonne réponse à ça. Par contre, ce qu'il faut faire clairement, c'est bien suivre ses coûts de revient, bien suivre ses fournisseurs. Savoir quand on suit bien ses fournisseurs, si tous les mois on commande pour 1 000 € de vin ou de boisson quelconque à un fournisseur, bah peut-être qu'au 6e ou au 7e mois on peut commencer à lui demander des remises en lui disant bah voilà, ça fait 6 mois que je te commande pour 1 000 € de vin, ça fait 6 000 €. Bon bah est-ce que tu peux peut-être commencer à me faire une remise? Je t'ai commandé pour 6 000 € de vin, la prochaine facture, voilà. Donc tout ça, c'est des logiques d'achat traditionnelles. Enfin là, tous les gens qui achètent font ça. Un restaurateur clairement il fait pas ça. Hein. Enfin voilà, sauf s'il suit. Voilà. Ok. Du coup, est-ce qu'on peut enchaîner sur le... Enfin, j'en profite. Est-ce qu'on peut enchaîner sur le 4e point où on dit, où tu disais appliquer une marge plutôt qu'un coefficient parce que on en parle sans en parler, donc c'est peut-être le moment de mettre le sujet sur la table. Bah oui, il y a plusieurs façons de faire. Moi, une fois, j'ai vu quelque chose que je trouvais très bien. Sur une carte des vins, je sais plus où c'était à Paris. En fait, ils présentaient une carte où il y avait des vins à 20 €, des vins à 30 €, des vins à 40 €, voilà. Et à chaque fois, il y avait une offre assez large. Ils étaient même pas sur une logique de marge ou de coef. Je suppose que dans les vins à 20 €, il y en avait qui margeaient plus que d'autres. En tout cas, pour le client qui lui va choisir le premier ou le second vin le moins cher, il n'y a pas ces études-là en France, mais en Angleterre, au Royaume-Uni, il y a ces études-là. Le client au Royaume-Uni choisit à 50% le premier ou le second vin le moins cher. Donc, un moyen d'éviter ça, c'est effectivement de gommer l'effet prix, peut-être en se disant, bah, j'ai 10 vins à 30 €, 10 vins à 40. Ok. Attends, je crois, pardon, je suis désolé, tu peux couper, j'ai une alerte là qui dit, alors, en fait, ça enregistre, mais pas pour toi. Je t'ai plus, c'est pas grave. J'ai plus ta vidéo. Ah oui, c'est pas grave. Ok. Bon. On va reprendre. Donc du coup, ouais, ok. Donc du coup, c'est important de bien regarder, en tout cas de présenter une offre en termes de prix qui est cohérente et de pas uniquement se dire bah tiens je reçois un vin, je fais x4. Non, enfin ça dépend du prix du vin. Évidemment, un vin qui a 50 €, c'est idiot de faire x4. Faut peut-être ajouter 30 €, j'en sais rien. Enfin, voilà, encore une fois, ça dépend d'où vous êtes, si vous êtes à Paris, en province, etc. Mais ce système de coef, pour moi, systématique est pas forcément bon. Ça c'est un point. Après sur le concept de marge, bah pareil sur le concept de marge. On peut avoir nous, on travaille beaucoup avec le BEF cost. Le BEF cost, c'est le coût de revient de votre boisson divisé par le prix de vente hors taxe. Ça, on peut le suivre, mais pareil. Enfin, il faut être rigoureux et faut savoir ce qu'on vend. Il y a des logiques. Alors, tu me dis que tu travailles beaucoup avec les bars. Il y a des logiques de promotion, d'happy hour, de 1 pour 2, ou enfin, je sais pas, peu importe. Donc, faut suivre tout ça précisément pour avoir son BEF cost. Et se fixer des objectifs. Si on se dit un bon BEF cost dans la restauration, c'est 20%. Ceux qui sont à 20%, ils sont excellents. Moi, j'en connais à 15. Bon, bah, 20%, ça veut dire qu'ils font x5 plus la TVA. Voilà. Mais ça, c'est au global. Enfin, parce que ça inclut les cocktails, les demi de bière ou les pintes de bière, ça inclut les verres de vin, les bouteilles, etc. Donc, pareil, à chaque type d'offre, on peut avoir des marges, des coefs et des costs différents. L'idée, c'est c'est de se fixer des objectifs, se dire, bah moi, mon coût global des boissons, ça doit être 20% ou 30% mon chiffre d'affaires hors taxe sur les boissons. Et après, on pilote ça
en fonction du type de boisson. Si on se dit mon cost il est trop, un moyen de baisser le cost, c'est pas forcément d'augmenter le prix des bouteilles, mais c'est peut-être de mettre les bouteilles au verre. C'est pas forcément d'augmenter le prix du verre de 400 litres de whisky. C'est peut-être de mettre 2-3 cocktails à la carte et de les pousser, parce que le cocktail ça marche beaucoup plus. Non, ça marche beaucoup plus normalement. Voilà. Enfin bon, c'est de trouver des leviers pour atteindre son objectif de coût boisson. Mais ça passe par une étude globale. Nous, on le fait généralement avec nos clients qui le veulent bien, mais ça passe par une étude globale et ça permet de prendre les bonnes décisions derrière. Est-ce que j'augmente ma part de vin au verre? Est-ce que je fais des cocktails ou pas? Est-ce que j'arrête la bière pression pour faire des bières bouteilles parce que j'ai plus margé? J'en sais rien. Enfin, ça peut être plein de choses. Hein. Enfin, voilà, mais c'est important. Donc, à nouveau, comme pour le point précédent, hein, je résume à chaque fois à la fin. On n'a pas une réponse à vous donner. Il y en a plein en fonction de votre établissement, de votre clientèle, des chiffres que vous avez déjà aujourd'hui, de ce que vous voulez améliorer, vos points forts, vos points faibles, vraiment de vous. Donc, à vous de bien structurer, analyser. Demander de l'aide. Au-delà d'avoir des outils de gestion comme Summit, enfin déjà vous avez une première source d'info qui est super importante et à laquelle faire attention, c'est la caisse. Voilà. Si dans la caisse vous mettez vin blanc, vin rouge, verre de vin rouge, machin, vous pourrez jamais analyser au coût. Ouais. Voilà. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on a proposé une offre cohérente. Alors je veux bien quand on a 1520, on puisse avoir des erreurs entre la caisse et la carte, mais quand on en a 30, non, on peut pas. Donc du coup, si on veut bien analyser ses coûts, bien analyser la performance, ses marges, etc., il faut qu'on puisse à minima avoir l'info qui vient de la caisse. Voilà. Après, il faut savoir lire l'info, la traiter, prendre des décisions managériales qui vont bien, mais c'est important d'avoir une caisse à jour. Et je peux vous dire que la plupart des restaurants n'ont pas de caisse à jour. Voilà. Et donc c'est déjà bien gérer sa caisse. C'est important. Alors, même si les éditeurs de caisse, la plupart n'aident pas les restaurateurs à bien gérer leur caisse. Enfin, ils ne fournissent pas les outils pour que le restaurateur puisse bien bosser, puisse bien analyser sa performance. Faut faire avec ce qu'on a. Donc, si en tout cas on a une caisse vieille génération, je vais pas donner de nom, mais bon, vous connaissez les caisses vieille génération. À ce moment-là, faut quand même, faut créer les boutons de caisse. Ça prend du temps, mais il faut le faire parce que faire ça permet derrière de bien analyser ses marges et de prendre des décisions qui permettent de gagner plus d'argent. Ouais, mais aussi ça peut passer par le fait de se faire accompagner. Hein. Il y a aussi des experts qui peuvent venir faire. Oui, mais alors justement, nous on essaye d'éviter l'accompagnement sur mesure parce que ce qui est important aujourd'hui pour les restaurateurs qui ne savent pas lire un bilan ou qui savent pas ce que c'est qu'un BEF cost ou qui savent pas, c'est qu'ils comprennent ce que c'est. Ouais. Et ça va prendre la décision. En fait, un restaurateur aujourd'hui, la plupart, quand on leur parle de gestion, ils se reposent sur leur expert comptable. Moi, je suis chef d'entreprise. Mon expert comptable, il me sert à faire ma comptabilité. Mon outil de caisse, si je suis restaurateur, il sert à facturer le client. C'est pas ça qui m'aide à gérer ma boîte et à analyser la performance et à faire en sorte que je sois rentable. Voilà. Donc, ce qui m'aide à être rentable, c'est de bien comprendre ma structure de coûts, de bien comprendre là où je peux gagner de la marge, là où je peux économiser. Surtout, dans un restaurant, c'est important quand même. Donc, de savoir si à la fin, quand on fait une addition, est-ce qu'on gagne de l'argent ou pas. La fonctionnalité de base. J'avais cette discussion-là. Alors, je suis désolé, je le cite. Je sais pas s'il nous écoutera, mais j'ai des discussions-là avec quelqu'un qui est très médiatisé en ce moment, qui s'appelle Stéphane Manigold. C'est un de mes clients qui a gagné le combat contre AXA, pour faire ça. Okay. Voilà. Bon, et il a 4 restaurants. Et c'est vrai, on a eu cette discussion-là récemment, en fait. La base qui est la veille au soir, j'ai fait tant de chiffres d'affaires. C'est quoi mon coût boisson? C'est quoi mon coût food? C'est quoi mon coût RH? Est-ce qu'à la fin du service, je gagne de l'argent? Il n'y a pas un outil en France, enfin même à l'étranger, qui est capable de faire ça. C'est un truc tout bête, en fait. Rien que ça. Voilà. Est-ce que le lendemain de mon service, je sais si j'ai gagné de l'argent ou pas?
Mais c'est pas la caisse qui va vous donner ça, et votre expert comptable, il va vous le dire à la fin de l'année en fait. Et encore, il va vous le dire en mars ou en avril s'il est diligent pour l'année d'avant. Voilà. Donc du coup, il faut vraiment trouver les moyens de piloter ça au quotidien et que ça devienne une obsession. Enfin, il faut que ça devienne une obsession parce que c'est ce qui permet effectivement de gagner de l'argent, d'avoir de la trésor. Et dans des situations comme celles qu'on connaît actuellement, de survivre. Donc c'est quand même extrêmement important. Ouais, complètement. Et du coup, c'est parfait aussi parce que t'as parlé du fait de changer son offre pour faire en sorte qu'elle soit plus intéressante financièrement, mais tu dis aussi que une des 6 idées qu'on peut avoir pour optimiser son offre de boisson, c'est d'avoir une offre vivante. Qu'est-ce que tu entends justement par ça? Bon, il y a des restaurants jusqu'en début d'année dernière qui vivaient beaucoup sur les touristes, voilà. Mais quand on a une clientèle récurrente, c'est quand même, il y a quand même de nombreuses boîtes dans la restauration, de sous-traitants de la technologique de la restauration qui vise à aider à fidéliser la clientèle, à aider le restaurateur à fidéliser sa clientèle. Bon, c'est les systèmes de réservation, c'est des boîtes comme ZenChef pour en citer une, mais il y en a d'autres. Et donc toutes ces boîtes-là, elles doivent aider le restaurateur sur ce pan-là de son activité qui est la fidélisation client. Bon. Un client qui vient, s'il boit tout le temps le même vin, tout le temps la même bière, etc., il va se lasser. Voilà, il a pas envie. Certes, il y a peut-être des clients qui aiment bien manger la même entrecôte frite avec le même vin de Bordeaux une fois par semaine, mais c'est pas trop la clientèle actuelle, la jeune clientèle qui effectivement a besoin de découvertes et de nouveautés à chaque fois. Donc en fait, la carte des vins plastifiée avec 20 références de vins achetés chez Métro qui bougent pas pendant un an, ça aujourd'hui, sincèrement, ça ne marche pas. Vous allez pas fidéliser vos clients avec ça. C'est important de fidéliser les clients qui aiment bien manger. C'est la base d'un restaurant. Mais moi, je peux vous dire que là, vous allez vous gagner de l'argent, c'est quand vous allez fidéliser les clients qui aiment bien boire du vin et qui sont curieux sur ce qu'ils boivent. Voilà. Parce qu'encore une fois, c'est sur la boisson qu'on fait de l'argent et c'est assez peu sur le food. Donc, si vous voulez attirer cette clientèle-là, qui effectivement génère beaucoup de marge, voilà, vous aide à générer beaucoup de marge et à être plus rentable, il faut leur proposer une offre vivante entre guillemets, c'est-à-dire renouveler l'offre et que ce soit pas toujours la même chose. Moi, au-delà de ce mythe, évidemment, si j'avais pas fait ça, si j'étais pas amateur de vin, mais moi, les restaurants dans lesquels je vais tout le temps, je suis à Bordeaux, mais les restaurants dans lesquels je vais à Bordeaux ou à Paris ou quand je me déplace, je sais que je choisis aussi en fonction de la rotation de la carte des vins. Si on me propose toujours la même chose à manger, toujours la même chose à boire, c'est pas très intéressant. À ce moment-là, je vais dans un autre restaurant. Voilà. Donc, si on veut fidéliser son client, il faut effectivement lui proposer une offre dynamique. Voilà. Oui, je disais ça marche aussi pour d'autres types de boissons. Les cocktails, c'est pareil. Il y a des tendances en plus. Il y a plein. Je trouve qu'il y a un vrai boom sur les alcools, les spiritueux en France. Un bar à Bordeaux, là, pas très loin d'ici, c'est des copains. Il y a un super bar à cocktails qui s'appelle Symbiose. Bon, ils changent leur carte. Ils renouvellent quasi l'intégralité de leur carte tous les 3 mois. Voilà. En plus et ça, c'est les cocktails qu'on voit sur la carte. C'est les cocktails signature. Et après, il y a tous les cocktails qu'on peut demander, pareil. Eux, pour le coup, ils sont super forts là-dessus parce que leurs clients fidèles, ils arrivent. Alors, je sais pas comment ils font. Je pense qu'ils ont bonne mémoire parce que je pense pas qu'ils l'écrivent. Mais ils arrivent à savoir que tel client, il aime bien tel type de cocktail. Donc, la fois d'après, ils vont lui proposer un autre type de cocktail que ce qu'il a déjà vu. Ils vont dire, tiens, tu devrais goûter ça, tu vas voir, tu vas aimer. Voilà. Quand on arrive à faire ça, c'est gagné. Moi aujourd'hui, je sors pas tout le temps boire des cocktails, mais en fait, quand je suis avec des copains et que j'ai envie d'aller boire un cocktail, je vais là-bas et je suis jamais déçu en fait. Voilà. Et mes copains ne sont jamais déçus non plus. Donc j'ai pas de raison d'aller essayer un autre bar à cocktail, sauf s'il y a un super truc qui ouvre demain avec un bon concept, etc. Mais sinon, je vais tout le temps là-bas. Voilà, ils me connaissent.
Voilà, ils ont des super cocktails, ils sont sympas, il y a une bonne ambiance. Voilà, ils m'ont fidélisé. Et ils m'ont fidélisé parce que à chaque fois, je peux boire quelque chose de différent. Enfin, si j'ai envie de boire le même cocktail que la dernière fois, je peux aussi. Mais je sais qu'ils vont proposer quelque chose de différent à chaque fois. Et alors, je tombe hyper bien parce que ça me permet tout de suite de rebondir sur le dernier conseil qui est d'accompagner ses clients. Et comme on a commencé à parler de l'expérience client de ce bar qui se souvient de ce que tu aimes et qui va t'accompagner dans de nouveaux choix ou te proposer quelque chose, une création parce qu'il connaît tes goûts. Quels sont tes conseils sur l'accompagnement justement des clients? Est-ce que tu trouves que on doit accompagner le client et comment? En fait, oui, on doit accompagner le client. Pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, là, quand on sait qu'un client sur deux au Royaume-Uni choisit le premier ou le second vin le moins cher, arriver à table quand on est un serveur, bon, je parle même pas d'un sommelier, hein, évidemment, c'est quand même, si le sommelier fait pas ce boulot-là, il fait pas son boulot, mais un serveur normal, enfin, sans formation particulière sur le vin. Bon. Si il a quelques billes à donner sur un vin à 35 € plutôt qu'un vin à 25, il va le vendre. Voilà. Vous allez à table, tout ce temps qu'on est, on se fait tous attraper sur le gars qui arrive. Moi, je prends la carte, je veux un vin à 25 €. Si un serveur qui arrive, je suis avec ma copine ou avec des copains et que je lui demande un vin et qu'il me dit, ah, monsieur, vous devriez essayer celui-là. S'il me propose pas un vin qui est 2 fois plus cher, mais juste 5, 6, 10 € plus cher, je vais le prendre. Voilà. S'il me dit, vous devriez, même s'il se contente de dire, en ce moment, on a rentré ça, vous devriez l'essayer, ce qui est quand même pas grand chose, ça prend 10 secondes. Déjà, il y a quand même de fortes chances que je le prenne. Après, si je veux un peu le taquiner, je vais dire pourquoi. S'il a une petite histoire à me raconter, c'est clair que je vais le prendre. Voilà. Et parce que je suis pas, enfin voilà, quand je vais au restaurant, je vais pas non plus tous les 4 matins, je suis pas à 5 € près. Voilà. Sauf que s'il fait ça avec tous ses clients, 25 € à 35 €, ça fait quand même 10 € de plus. C'est énorme. À la fin de l'année, si j'en sais rien, si son cost c'est 20%, ça veut dire que quand il vous génère 10 € de plus de chiffre d'affaires, il gagne 8 €. Voilà. 8 € fois 50 couverts par jour. Enfin, voilà, c'est considérable. Enfin, voilà. Pas 50 couverts, parce que tout le monde ne prend pas une bouteille de vin, mais fois 50 tables, c'est énorme à la fin de la journée. Puis quand vous rapportez ça à l'année, c'est considérable. Donc, je sais pas, tu fais 8 fois 50, ça fait 400, fois 300 services dans l'année. Enfin, à la fin, c'est quand même 12 000 €. Enfin, c'est énorme, 12 000 € de marge en plus. Voilà. Bon. Et ça, je peux te dire que en tout cas, les restaurateurs, ils se posent pas ce genre de questions et pourtant c'est super important. Voilà. Donc, accompagner le client, c'est lui montrer qu'il a de l'importance en lui proposant en lui disant, en utilisant des tactiques de vente qui sont c'est pas non plus super, c'est pas sorcier, hein. C'est essayer de lui raconter la petite histoire sur le vin si on l'a. À minima, lui donner des trucs, des arguments du type, tiens, on vient de rentrer ce vin-là, il est super bien, vous devriez l'essayer. Ou alors, le mythe de l'accord mets-vin aussi. Enfin, voilà, il va bien avec ce que vous allez manger. Bon, même si effectivement, la plupart du temps, pas vraiment de fondement théorique à ça, mais en tout cas, ça marche aussi. Voilà. Donc, c'est des petits trucs, qui sont pas très compliqués à mettre en place, mais à la fin, à la fin de l'année, même à la fin du service, ça a un énorme impact. Et puis de plus en plus, moi je vois des restaurateurs des serveurs, ils font super bien leur boulot. À la fin, vous voulez pas un petit digestif, vous voulez pas un petit apéro, ça arrive quand même assez fréquemment. Ça, je peux vous dire que c'est quand même ce qui fait aussi la rentabilité du restaurant, le petit apéro, le petit digestif, c'est ce qui leur fait gagner de l'argent à la fin du service. Donc tout ça, faut le mettre en place. C'est pas si compliqué que ça. Donc là, on s'est dit beaucoup de choses, mais si on arrive à mettre tout ça en place, à bien suivre son cost, à bien conseiller son client, à avoir une offre cohérente, à faire une rotation, etc. C'est facile à expliquer. Là, on en parle en 20 minutes, 30 minutes, mais le mettre en place, ça prend un peu plus de temps. Mais quand on met ça en place, je pense sincèrement, ça vous change la vie, quoi. Enfin, voilà. Il y a plus j'ai des problèmes de cash, j'arrive pas à payer mes fournisseurs. Oh là là, je vais être obligé de bosser 20 heures par jour parce que je peux pas recruter, parce qu'en fait, je suis pas rentable. Oui, mais en fait, tout ça, encore une fois, ça se gère, en fait. Il faut pas attendre de voir son expert comptable en fin d'année pour se poser les bonnes questions. Voilà. Donc, ils ont, en plus, qu'ils prennent le confinement, là, ils ont 2 mois, se dire, c'est quoi mon plan d'attaque pour 2021
pour effectivement être rentable. Et il y a plein de gens qui peuvent les aider là-dessus. Je souligne juste que ça marche pour les restaurants, mais ça marche aussi pour les bars. Moi, il y a quand même très peu de bars où les barman sont venus me voir pour me demander ce que j'aimais et me constater sur la carte. Et Dieu seul sait que ça marche très très bien, puisque quand ils connaissent mieux que moi le goût de leur cocktail, hein. Évidemment. Ça marche aussi pour les lieux événementiels. Si vous accompagnez les clients, alors dans les lieux événementiels, on a tendance à envoyer une plaquette. Vous pouvez raconter des histoires sur vos plaquettes. Au contraire, c'est sympa. Ça donne un peu de vie à ces documents très descriptifs. Appelez vos clients, demandez-leur s'ils ont des questions. Souvent, ils en ont. Donc, vous pourrez aussi les accompagner sur les boissons. Donc, toutes les personnes qui sont en contact avec les clients consommateurs, que ce soit le service d'un restaurant, que ce soit le service d'un bar, que ce soit la commerciale d'un lieu événementiel, il faut que ces gens comprennent l'offre boisson et puissent la transmettre aux clients pour que ça lui donne envie de consommer. Donc voilà, c'était juste pour dire que ce qu'on a dit, pour ceux qui ne se retrouvent pas dans la restauration, ça marche pour vous aussi. Regarde, on l'a dit tout à l'heure sur les barman. Tu vois, je te donnais l'exemple du bar à cocktail là. Bah, c'est ce qu'ils font en fait. C'est pas bon, il se trouve qu'ils ont une activité restauration à côté, mais sur la partie bar. Mais enfin, c'est quand tu vas les voir, ils te demandent ce que tu aimes. Ils se contentent pas juste de prendre, enfin, si je pense que tu arrives dans ce bar-là en demandant un whisky coca, ils vont pas te servir un whisky coca, jamais, ça n'arrivera pas en fait. Ils vont te dire ah bah tiens essaye ça, bah si t'aimes bien un whisky coca, bah ils vont pas te dire que t'es un tocard de boire un whisky coca, c'est pas le sujet. Mais ils vont te proposer autre chose, une autre expérience, dire bah voilà vous essayez ça, et puis ils se plantent rarement parce qu'ils connaissent bien leur boulot. Donc voilà, et c'est super important de faire ça. Enfin et encore une fois c'est loin d'être inaccessible. Et en plus de parler aux clients, c'est toujours important parce que ça vous permet aussi d'avoir des billes pour savoir ce qui leur plaît, ce qu'ils ont envie, et puis avoir un peu de vision sur votre futur, sur le futur de vos offres. Donc et après, je sais que parfois on parle à des restaurateurs qui disent oui, mais mon staff ça l'embête de faire ça. Mais enfin non, je ne pense pas. Enfin, je pense que quelqu'un qui est serveur dans un bar, qui est barman ou serveur dans un restaurant, etc., il n'a pas juste envie de tous les jours de sa vie, enfin, ils font peut-être pas ça toute leur vie, mais en tout cas tous les jours de l'année, il n'a pas forcément envie d'arriver devant un client, de prendre la commande, d'aller taper dans la caisse, et puis voilà, enfin, c'est pas très satisfaisant. Voilà, ce qui est sympa, c'est le contact client, c'est de le conseiller, c'est même de se dire, bah, enfin, j'en sais rien. Je suppose, mais quand on sert du vin et qu'on se dit bah tiens, il voulait me prendre un vin à 20 euros, je lui ai vendu un vin à 35. C'est pas que je l'ai arnaqué, c'est moi j'ai fait mon boulot. Enfin voilà, je suis voilà, faut tout le monde vive. Donc on est là, enfin un restaurant, il est là pour gagner sa vie, faire du chiffre, voilà. Donc du coup, enfin et c'est satisfaisant de faire ça. Voilà, donc on est là juste pour prendre la commande sur un bout de papier et puis l'encaisser à la fin. Le voyage, l'expérience, même pour le staff, elle est quand même pas, c'est pas génial. Donc et justement, quand j'ai été on nous expliquait pas assez la carte des vins. On pouvait pas, on n'avait pas des fiches auxquelles on pouvait se référer. Pour se dire tiens ce genre de client je pense que ça va leur plaire mais je vais aller relire vite fait ma fiche parce que j'ai oublié 2-3 infos sur on n'est pas des surhumains, on n'est pas des machines, on n'a pas toujours tout en stock, mais d'avoir à disposition les informations sur le vignoble, sur le vin, sur l'alcool, sur le cocktail, bah, ça nous permet aussi de pouvoir aller revérifier, raconter une histoire au client. On nous faisait goûter. On ne goûtait quasiment jamais rien, jamais. Je parle même de c'était encore pire. Mais les boissons, c'est extrêmement rare. Donc oui. Et quand on vend bien. Bah voilà. Mais quand t'as un patron comme ça, bah quand t'es comme ça, faut pas t'étonner. Si ton patron était comme ça, faut pas s'étonner après que toi tu sois là uniquement pour aller apporter des assiettes et des verres sur la table. Et puis vu qu'on veut pas on veut pas t'éveiller à plus de choses, donc. Et puis encaisser quoi. Enfin voilà, c'est tout. Mais c'est pas encore une fois, c'est loin d'être inaccessible. Mais c'est vrai. Enfin moi, je te donne un exemple très précis sur ce que fait Summit. Nous, un restaurateur, un barman, enfin dans un bar hôtel, il peut générer une carte spécifique pour son staff en disant, j'en sais rien, moi je suis un bar à vin avec 200 références. Bon, mon staff va pas connaître les 200 références. Par contre, j'ai envie en ce moment de pousser ces 10 là ou 20 là pour X ou Y raison. Bon,
on leur dit, vous pouvez générer une carte des vins sur smartphone, juste pour votre staff, et chaque vin va avoir une fiche technique. Donc, ça veut dire que votre staff, n'importe où, s'il est vraiment passionné, il a vraiment envie de s'intéresser, c'est-à-dire, il est dans les transports, où il a un temps de pause, etc., il regarde son smartphone, plutôt qu'aller, j'en sais rien, sur n'importe quelle appli qui ne va pas beaucoup servir à son boulot, il regarde et il se renseigne sur le vin. Comme ça, à la limite, le soir même, il a appris un truc, il peut le raconter le soir même. Sincèrement, je crois pas qu'il y ait un seul de nos clients qui fasse ça. Le côté rentable, ils comprennent, best cost, machin. Il n'y en a pas un qui entend que le staff, c'est la clé pour augmenter son chiffre d'affaires, etc. Et que le staff, s'il n'est pas formé, s'il n'a pas les outils pour se former, il est là juste pour passer les plats, quoi. Enfin voilà. Donc et c'est dommage de faire ça. Enfin, c'est dommage de considérer son staff comme ça. Voilà. Donc c'est quand même super important surtout quand vous avez les outils pour ça, de se dire voilà. Enfin, les outils, ça peut être, j'en sais rien, ça peut être un sommelier conseil, ça peut être un agent, ça peut être, les agents, ils aiment bien aussi aller dans les restaurants et faire des dégustations, pas qu'avec le gérant du restaurant, mais avec le staff, expliquer le vin. Enfin voilà, pourquoi pas. Enfin, il y a plein. Enfin, évidemment, il n'y a pas que ce mythe, mais il y a plein de façons de faire ça. Mais c'est super important. Enfin voilà, et c'est ce qui vous permettra d'avoir une carte des vins qui tourne et de vous faire plaisir. Moi, si je suis restaurateur et que je suis passionné de vin et que j'ai 100 vins à la carte, mais que ces 100 vins, je les ai mis parce que je les ai goûtés, parce que je les aime bien, mais qu'il y a personne qui est capable de les vendre, ça sert à rien, en fait. J'ai juste stocké du vin, en fait. Voilà, ça me coûte une fortune et je le vendrai pas. Voilà. Donc, ce qui est super important, c'est que cette carte des vins, enfin, elle est vivante parce que, effectivement, il y a une rotation, mais elle est vivante parce que c'est aussi quelqu'un qui est capable de vous l'expliquer et de vous la vendre. Voilà. Sinon, ça sert à rien. C'est vrai, il faut mieux avoir 2 rouges, 2 blancs, 2 rosés, et puis c'est terminé. Et puis, C'est parti. En tout cas, merci pour tous ces conseils, Grégory. Si vous avez des questions, vous pouvez aller sur le site de Submeet. Vous pouvez regarder. Ils ont un blog, il y a plein de conseils dessus. Vous pouvez les contacter. C'est pareil. On a le blog. On a les épisodes de podcast qui sont toujours en ligne sur le site que vous pouvez consulter et vous pouvez aussi nous contacter. Donc, restez pas enfermés. Si vous avez une question. Ouais, il y a plein de choses à faire en ce moment. Voilà, exactement. Et puis, si vous n'avez pas quoi faire, vous pouvez nous appeler. Nous, on va vous trouver des trucs. Enfin, on va avoir des idées. Voilà. Très bon après-midi, Grégory. À très bientôt. Voilà. À très bientôt, ciao.